nous attendons de 30 minutes pour convaincre. Bonsoir, surtout nous avons moi le réel plaisir de vous informer à ce qui concerne la situation économique de la République démocratique du Congo. Personne ignore que l'économie d'un pays, c'est juste le moteur aussi qui fait partir du développement. Voilà pourquoi aujourd'hui les secteurs économiques nous préoccupent et surtout attirent l'attention de notre population, où nous allons essayer de changer avec notre invité de la soirée par rapport à cette problématique sur l'économie de la République démocratique du Congo pendant et après la guerre. Quelle stratégie à ce qui concerne moi les processus de développement? Une question posée, la réponse tout de suite avec notre invité. Il est chercheur en économie, expert aussi en économie, donc il est le mieux placé à pouvoir nous dévoiler et surtout faire couler l'encre et les salives de cette problématique. Benjamin Kongolo, je vais dire c'était Benjamin. Bonjour et bienvenue à cette émission. Bonsoir Madame Elodie. En tout cas, c'est pour moi encore un honneur pour la énième fois pour partager dans votre plateau ici nos recherches sur les questions économiques. Comme on dit, l'économie est liée et intrinsèquement liée au bien-être de la population. Donc ici, nous allons essayer un peu de réfléchir afin de trouver les solutions aux problèmes économiques qui dérangent la RDC. Voilà, les problèmes économiques qui dérangent la République démocratique du Congo. Mais avant d'abord d'y arriver, maman, dans les vifs de notre thématique de la soirée, quelle lecture faire sur l'économie de la RDC? En fait, la RDC, l'économie congolaise, elle est toujours pareille. C'est-à-dire qu'elle est comparable à une personne qui est malade. Une personne qui est malade, qui est à tout moment à l'hôpital, cette personne peut se sentir, je peux dire, soulagée à un moment, mais elle demeure toujours malade. Donc c'est comme ça que nous vivons l'économie congolaise depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Et là, c'est une maladie incurable ou bien c'est une maladie aussi qui suscite à avoir de la gestion de l'économie en fait. Ne vous dérangez pas, nous sommes vraiment à l'économie. Ça a de remède ou pas? La maladie de l'économie congolaise a des remèdes. Et nous avons également ces remèdes-là, mais sauf que nous ne voulons pas les appliquer. Raison pour laquelle nous continuons à souffrir, nous continuons à vivre l'économie de la manière dont nous la vivons jusqu'à aujourd'hui. Qui bloque? Les décideurs économiques, d'une part. Il y a également les opérateurs économiques. Et lorsque vous parlez au moins des décideurs de l'économie, vous faites allusion à qui exactement? Parce que je ne vais pas moi politiser. Là, je vais aller droit pour dire que c'est la politique. La politique, en fait, la politique économique, c'est que nous définissons comme étant les décisions des autorités économiques. Le gouvernement a dans ses attributions la conception et l'élaboration des politiques économiques. Alors, si nous parlons de l'économie, nous voyons le gouvernement, notamment à la tête, nous voyons le Premier ministre, ainsi de suite. Il y a les ministres de l'économie, il y a les ministres des finances, il y a le ministre des infrastructures. Tous ces ministres-là font partie des décideurs de la politique économique. Du moment où l'économie de la RDC ne marche pas bien, ils sont tous responsables de cela. En fait, on sait bien que chaque pays a juste une base qui fait vivre au moins son économie, ainsi de suite. Alors, s'il faut parler de la République démocratique du Congo, quelle est la base économique de notre pays? C'est ça même les plus grands problèmes que nous avons. En fait, chaque économie, comme vous l'avez dit, a des sous-bassements. L'économie s'assoit sur certaines entreprises qui existent. C'est grâce à les entreprises payent l'impôt. C'est grâce à cela qu'une économie peut vivre, un pays peut vivre. Mais regardons l'économie congolaise dans sa configuration. Elle a à peine quelques entreprises et sur 100% d'entreprises, plus de 80% appartient aux expatriés. Donc nous trouvons que l'économie congolaise est dans une chaise injectable. À tout moment, nous pouvons sombrer. À tout moment, nous pouvons connaître des crises et des crises. Raison pour laquelle, à chaque fois qu'il y a une crise économique, une crise pas forcément économique, mais une crise externe, externe, nous sommes toujours touchés. Il y a eu Covid-19, nous étions extrêmement touchés. Il y a la guerre russo-ukrainienne, nous sommes également touchés. Vous voyez les conséquences d'une économie dépendante. Donc, alors la crise interne, là, ça nous épargne bien, ça nous touche directement. Parce que lorsque je parle moi de la crise interne, je fais allusion à tout ce qui se passe dans la partie est de la République démocratique. En fait,
Et la crise interne et la crise externe, les deux crises nous touchent au sommet. Mais si nous essayons un peu de comparer les deux crises, étant donné que l'économie congolaise est plus expatriée, la crise externe nous touche plus fort que la crise interne. Où faut-il soigner? Où faut-il corriger? Où faut-il redresser d'abord les chaînes? C'est d'abord à l'interne que nous devons corriger. Parce que ce sont les mauvais, en fait, du moment où il y a certaines, je dirais, l'économie congolaise ne produit pas assez, la capacité à l'État congolais de générer des recettes n'arrive, en fait, l'État est incapable de cela. Ce qui nous oblige ou nous pousse à retourner ailleurs. Donc nous devenons à ce moment trop dépendants des autres pays. Pourquoi? Parce que notre pays n'arrive pas à produire. Si nous n'arrivons pas à produire, nous devons importer. Deuxièmement, la capacité à l'État à collecter des recettes est faible. Nous devons retourner à l'extérieur pour emprunter. Vous voyez, ce sont les situations internes qui poussent l'État à chaque fois de recourir aux situations externes. Donc, lorsqu'il y a crise à l'externe, ça nous touche. Lorsqu'il y a crise à l'interne, ça nous touche. Mais dans ce ça, nous pouvons plus commencer à, je dirais, à traiter les crises internes. C'est en traitant les crises internes que nous allons remédier. Quel impact en fait? Je vais savoir en fait, y compris vous qui nous suivez à la maison, y compris ceux qui nous entourent aussi au plateau aussi. C'est juste une question qui va juste nous parler de tout ce qui est l'impact de la crise sur le plan de développement interne d'abord du pays. Ouais, si nous regardons, je peux appeler ça comme l'économie de la guerre. Quelles sont les conséquences économiques de la guerre en RDC? En fait, vous voyez, actuellement, si vous allez dans les alimentations, vous trouvez vous trouvez des saucisses de Goma. Il y a aussi des fromages de Goma. Je pense que est-ce que vous le trouvez toujours? Exactement. Il y en a plus. Voilà les conséquences des crises. Il y a des conséquences de guerre, pareil. En fait, la guerre également apporte la destruction. Si nous rentrons encore vers les années 97, lors de la guerre de AFDEL et consorts, il y avait la destruction de tous les ponts. Parce que si vous allez vers Bandundu, vous trouverez que tous ces ponts-là ont été reconstruits. Mais tous ces ponts ont été détruits, faute de la guerre. Donc, il y a également les civilisations. Si vous regardez actuellement, comme la partie est de l'RDC connaît des problèmes, une grande partie des recettes de l'État congolais est affectée pour la paix. Donc, vous trouverez que le paix que nous gagnons, nous sommes obligés de trouver la paix. Et il y a d'autres secteurs encore qui nécessitent des moyens qui chôment. L'RDC a à peine certaines provinces ne sont pas encore développées. Nous n'avons pas de routes. Donc nous avons besoin de tout cela, des routes, des hôpitaux, des écoles. Mais comment nous pouvons faire cela du moment où toutes les recettes que nous collectons sont affectées à la guerre? Ouais, tout ça, ce sont des conséquences de la guerre, d'une crise au sein d'une économie, et à l'occurrence l'économie congolaise. Donc nous ne pouvons pas décider de développer, et à cela, je peux encore ajouter, il y a la production. Qui peut produire dans un milieu où il y a la guerre? Personne ne peut aller au champ, ou personne ne peut aller au travail lorsque nous sommes dans une situation de l'insécurité. Il n'y a pas moyen de faire travailler, ça c'est sur le plan économique, en fait, vous êtes notre expert, c'est à vous, moi, de pouvoir aussi nous orienter par rapport à cette problématique. Nos yeux, nos regards, nos pensées sont toujours fixés vers l'est de la RDC. Il n'y a pas moyen de faire travailler, revivre encore d'autres provinces partant de l'ère économique. Est-ce que faut-il se focaliser par rapport aux matières premières qui est là-bas, ou bien faut-il aussi recréer encore d'autres coins de la capitale, du pays? En fait, ça également, ça relève des problèmes liés à la RDC. Il y a ce que nous appelons la dépendance aux produits miniers, notamment des ressources minières que nous avons à l'est du pays. Donc, une grande partie des recettes de la RDC dépendent de ces secteurs-là. Ça, c'est d'une part encore, parce que c'est ça aussi la faillite ou la faiblesse de l'État congolais, du moment où tous ces efforts sont orientés dans cela. Du moment où nous ne sommes plus en mesure de vendre nos minerais, les recettes publiques baissent. Si les recettes publiques baissent, l'État ne serait plus en mesure de dépenser ou d'orienter les dépenses dans des secteurs de développement. D'où, conséquence, les pays demeurent sous-développés. D'où, comme vous avez dit tantôt, l'État congolais a le devoir d'essayer de diversifier l'économie. D'où chercher un peu
comment il peut tirer des recettes ailleurs, dans d'autres secteurs. Comme ça a été avec Mukangaluz. Effectivement, bon, comme c'est là, pas seulement que l'État produit directement, l'État peut aussi aider certains Congolais qui ont des idées à trouver des moyens afin de produire. Ça également, ça fait partie des nombreux problèmes que nous avons aujourd'hui. Donc s'il y a une crise liée aux minéraux, c'est l'économie tout entière qui s'effondre. Et à l'heure actuelle, comme à l'est, je vois Kivu, je vois Goma, je vois Bukavu, donc toutes les recettes qui provenaient de ces deux provinces, de ces deux villes-là, ne sont plus comptabilisées dans les recettes de l'État. Donc ça également, ça fait partie des choses que nous devons remédier. La situation économique de la République démocratique du Congo reste juste une problématique qui attire l'attention de plusieurs. Voilà pourquoi nous en parlons ce soir sur notre plateau de 30 minutes pour convaincre, une manière pour nous d'éclairer aussi l'opinion congolaise partant de ces dossiers où plusieurs personnes ne font pas au moins allusion à cette thématique. Alors, comme nous sommes dans ces moments de crise, nous évoquons la crise, nous parlons des crises, quels sont les facteurs qui freinent la croissance économique de la République démocratique du Congo? Parlant des facteurs qui freinent le développement, il y en a beaucoup. Il n'y a pas seulement des facteurs, ces facteurs-là, ce ne sont pas seulement des facteurs économiques. Il y a une grande partie qui sont des facteurs non économiques qui freinent le développement de la RDC. Notamment l'absence de la paix. L'absence de la paix. Là, on risquerait en fait, on risquerait de demeurer éternellement dans cette condition sans pourtant trouver des mécanismes, comme vous l'avez évoqué. Je vais juste toujours y revenir avec vos mots. C'est à l'État de voir. Parce que s'il y a la guerre, nécessairement, il y a une raison qui font à ce qu'il y ait guerre. Si les autorités veulent trouver, je dirais, une paix durable, la première des choses ne serait pas seulement de combattre, mais plutôt de chercher quelles sont les raisons qui font à ce que nous ayons des guerres en répétition. Et c'est en trouvant des solutions à ces problèmes-là que nous trouverons la paix. Et s'il s'avérait que cette crise demeure éternelle? Même la guerre de 100 ans a fini par prendre fin un jour. En fait, nous avons étudié ça. Ça je sais, mais admettons que cela soit ainsi. Non, mais en fait, bon, nous ne pouvons pas, parce que c'est comme on dit, lorsqu'on essaie un peu de comparer les corps humains, nous disons lorsqu'une partie du corps humain souffre, on ne peut pas le laisser, parce que je ne peux pas fermer les yeux pendant qu'il y a ma jambe qui souffre, ou dire, bon, ça va comme ma jambe souffre, je ferme les yeux, je reste comme ça, je trouve la solution à autre problème. Donc en fait, cette jambe-là va toujours nous aider. Donc, avant que nous puissions développer les RDC, il faut que nous résolvons d'abord les problèmes de la paix. La paix, c'est le socle de tout développement. Dans tous les secteurs du monde, s'il n'y a pas la paix, nous ne pouvons pas avancer. D'où l'État, s'il veut vraiment aider la population, nous devons résoudre d'abord les problèmes de l'insécurité, enfin de mettre la paix. Si une fois la paix règne dans toute la RDC, bon, la question liée au développement s'en suivra, je dirais, sans effort. Je vais vous amener, je faisais l'effort de ne pas vous poser cette question. C'est purement politique, mais je vous amène quand même là-bas. On a eu Amani 1, Amani 2, Amani 3. On a eu tant de consultations, négociations, ainsi de suite. Vous, étant qu'expert en économie, que sentez-vous comme étant apport pour faire redresser le front économique de la République démocratique du Congo? Parce que vous nous bloquez quand même, mes chers experts. En fait, tant qu'on n'aura pas la paix, il n'y aura rien qui vont juste développer un RDC sur le plan économique. Nous sommes bloqués, nous sommes coincés, on ne peut rien faire. Mais en fait, nous ne sommes pas du tout bloqués, nous ne sommes pas du tout coincés. Vous avez cité plusieurs politiques, plusieurs stratégies qui ont été utilisées en RDC en fait de mettre la paix durable. Mais est-ce que les diagnostics étaient bien faits? Est-ce que c'était réellement ça le problème? Il y avait la guerre, oui. Qu'est-ce qui était derrière la guerre? Qu'est-ce qui a causé la guerre? En fait, si nous n'arrivons pas à répondre à la question, qu'est-ce qui est derrière la guerre? Pourquoi ces gens-là se battent? Ils veulent quoi?
Si nous essayons de répondre à cette question-là, c'est à ce moment-là que les stratégies également, parce que pour le moment, moi je dis, il y a adéquation entre les problèmes et la solution. Du moment, je peux être malade. Si vous n'apportez pas une solution adéquate à ma maladie, je serai toujours malade. Vous avez beau dire que non, nous vous avons apporté des solutions, mais si les solutions que vous avez apportées en fait, ne cadrent pas avec ma maladie, je serai toujours malade. On va prendre une question, mais avant qu'on arrive d'abord à deux questions qui nous est arrivée en fait avec vous. L'économie de la République démocratique du Congo pendant et après la guerre, quelle stratégie faut-il mettre en place pour redresser le secteur économique de notre pays, de votre côté d'abord, quel commentaire faire? Bon, dans ce cas ici, comme nous avons dit, ça fait plus de 25 ans que nous avons la guerre à l'est de la RDC, d'où diversifions les pays. Si nous diversifions les pays, même s'il y a un problème à l'est du pays, nous allons de l'autre côté, nous trouverons des solutions. L'économie congolaise reste encore dépendante des produits miniers. Et c'est seulement dans ces secteurs miniers où se trouvent des problèmes. D'où essayons un peu de voir ailleurs. Il y a la guerre à l'est, mais à l'ouest, il n'y a pas la guerre. Au centre, il n'y a pas la guerre. Au nord, il n'y a pas la guerre. Donc, si l'État peut voir un peu les pays ou les provinces où il n'y a pas la guerre, s'il peut réfléchir en développant les autres provinces, ça peut éviter à ce que l'économie reste sous-développée par rapport au fait que ce sous-développement soit causé par la guerre. Merci beaucoup. Je prends la première question en fait de la part de M. Joseph. Il nous dit l'économie est à la fois curative et préventive, mais aussi anticiper et prévenir le problème avant qu'il survienne. Ma question est de savoir, cher expert, est-ce qu'on peut résoudre facilement une crise malgré la prévention? En fait, dans son introduction, il parle de prévenir. Mais si je reviens aux théories anciennes, à l'occurrence des théories de Lucas, il est difficile de prévoir l'économie avec exactitude. Nous sommes en 2019, est-ce qu'on savait que Covid allait venir et déstabiliser l'économie? C'est ça, c'est le problème. Donc on ne peut pas prévoir l'économie avec exactitude toutes les crises. Mais qu'à cela ne tienne, on peut toujours avoir ce qu'on appelle des mécanismes automatiques. Donc l'allègement des chocs, lorsqu'il y a un choc, quelles sont les stratégies que les pays peuvent utiliser pour alléger ces chocs-là? C'est ça aussi un autre problème que la RDC n'en a pas. D'où, par là, nous pouvons déjà, les autorités peuvent mettre en œuvre les stabilisateurs automatiques. Les stabilisateurs automatiques consistent, ce sont des politiques économiques mises en œuvre par les autorités afin de lutter contre des chocs qui peuvent arriver sans prévenir. D'où nous pouvons aller dans ce sens-là. C'est en mettant en œuvre ces politiques-là que nous pouvons trouver des solutions à certains problèmes qui arrivent. Madame Omarto, est-ce que l'économie de la RDC est à mesure de réagir face aux crises et aux difficultés qui surviennent chaque jour? À cette question-là, je dirais non. Raison pour laquelle nous sombrons toujours à chaque fois qu'il y a crise. Covid-19, nous avons connu un sérieux problème. La guerre russo-ukrainienne, nous avons connu un autre problème. Donc, pour ne citer que ces deux crises externes-là, d'où l'économie congolaise est trop vulnérable. Pourquoi elle est vulnérable? Parce qu'elle est trop extravertie. Plus elle est trop extravertie, moindre choc, elle se déstabilise. Voilà, on ne peut pas parler au moins avec... Merci beaucoup. Monsieur Francis, en fait, on ne peut pas parler de l'économie sans pourtant faire allusion aussi à la vie sociale de notre pays. Quel parallélisme dressez-vous entre l'économie et la vie sociale? En fait, c'est l'économie d'abord, dans sa définition même, l'économie est une science sociale. L'économie résout d'abord les problèmes de la société. Et d'ailleurs, si nous voyons ce que j'appelle souvent les politiques économiques ont pour finalité le bien-être de la population. D'où, c'est à travers l'économie que l'État vise le social. Comment il est fait? Il y a la stabilité des taux de change. Ça fait partie de... Si les taux de change aujourd'hui est stable, c'est l'amélioration du social de la population. La lutte contre l'inflation. Si l'État lutte convenablement à l'inflation, la vie sociale de la population. Et puis les sociales de la population aussi, je peux élargir un peu ces champs-là que vous avez ouverts. Les sociales ne s'arrêtent pas seulement à ce que nous mangeons. Non. Les sociales va au-delà. Les routes, les hôpitaux,
Les écoles font partie des sociales. Lorsque l'État construit des routes, ça fait partie de l'amélioration de la vie sociale de la population. Donc nous ne pouvons pas limiter les sociales de la population seulement à ce que nous mangeons. Non, lorsqu'il y a des routes, lorsqu'il y a des écoles, ça fait partie des sociales de la population. On va essayer un peu de quitter le secteur problème pour trouver quelques résolutions aussi à ce qui concerne moi. La situation économique de la République démocratique du Congo. On a tant exposé le problème, on a tant crié, ainsi de suite. Mais comment peut-on développer le secteur économique de la nation congolaise? Madame, au fait, à la République démocratique du Congo, nous connaissons les problèmes et nous connaissons également la solution. Comment ça? Les problèmes est connus par tous. Vous avez soulevé plusieurs problèmes que nous sommes là, plusieurs problèmes économiques de l'RDC. Et les solutions sont proposées par des économistes. Si vous lisez les documents écrits par de nombreux économistes, et que je ne peux pas citer ici, ils sont beaucoup, vous trouverez, ils ont étalé plusieurs solutions. Mais les économistes n'appliquent pas des solutions. Les économistes, nous proposons des solutions. C'est aux décideurs économiques d'appliquer des solutions aux problèmes que nous avons. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à appliquer ce que vous proposez comme étant... Vous savez, ils sont des politiciens. Les politiciens ont leurs intérêts, ont leur calcul qui est peut-être différent à la manière dont les économistes pensent. Donc c'est ça ce qui pose un peu un problème par rapport à cela. Il y a les problèmes est connus, les problèmes sont connus, les solutions sont également connues. C'est maintenant aux autorités de l'appliquer, de mettre en œuvre. Quels sont les problèmes que nous avons? L'économie est sous-développée. Pour développer l'économie, il faut quoi? Il faut construire des entreprises. Pourquoi il n'y a pas d'entreprise? Parce que la population n'a pas de moyens. Pourquoi la population n'a pas de moyens? Parce qu'il n'y a pas de banques. D'où l'État peut commencer par mettre à la disposition de la population des moyens nécessaires afin de mettre leurs idées en pratique. Nous pouvons, si nous avons des moyens, nous pouvons construire des entreprises. Mais si nous regardons la situation économique de la RDC, la majorité des entreprises sont des entreprises des expatriés. Il y a combien d'entreprises congolaises? Et puis, si nous n'avons pas assez d'entreprises, les recettes publiques aussi est faible. D'où, voilà ces liens-là. D'une part, il n'y a pas de banque. Il y a moins d'entreprises. Conséquence, les recettes publiques sont faibles. Si les recettes publiques sont faibles, l'État sera dans l'incapacité de dépenser dans les secteurs porteurs de croissance. D'où notre sous-développement est constitué d'un cercle vicieux des problèmes et des problèmes. Mais nous pouvons casser cela. Comment casser cela? Seulement avec la volonté des politiciens, s'il faut leur dire comme ça, parce qu'ils sont des politiciens, c'est eux qui prendront des décisions idoines qui peuvent, je peux dire, trouver des solutions par rapport aux problèmes que nous avons. Je vais prendre moi une autre question en fait, parce que nous parlons moi de la situation économique de la République démocratique du Congo. Ici, on nous pose une question, mais qui ne va pas nous mettre en fait hors de notre sujet de la soirée, à ce qui concerne au moins la stabilité de la monnaie. Ça fait lorsque la monnaie est instable, ça fait partie aussi de la crise économique. Ça peut être aussi un frein. En fait, l'économie a des indicateurs qui montrent qu'elle va bien ou elle ne va pas bien. Okay. Parmi les indicateurs de cela, il y a d'une part les taux de change et l'inflation. S'il y a instabilité des taux de change, cela montre que l'économie a un problème quelque part. Si également le prix des biens augmente, ça montre la suffisance que c'est là. Donc, l'inflation n'est pas, ou la fluctuation des taux de change n'est pas un fait du hasard. Certainement, il y a un problème. D'ailleurs, en venant ici les matins, j'ai essayé un peu d'échanger un $10. Les taux de change ont baissé. On nous dit que ce n'est plus à 2700, c'est maintenant, hier c'était en 2700, aujourd'hui matin c'est en 2600. Et on se pose des questions, on dit mais voilà, les autorités se tapent la poitrine, voilà, nous avons baissé les taux de change. Donc je me dis toujours, il n'y a aucune institution de la République qui a pour vocation de baisser les taux de change. Non, les taux de change, on ne peut pas les baisser. Ça provient d'où alors? Le changement brusque, ça intervient comment? En fait, c'est ça le problème. J'ai essayé depuis hier de trouver une raison économique qui justifie la baisse des taux de change que nous observons. En tout cas, je ne trouve pas. Si pas, ce sont que des spéculations. Et je crois que dans 2 ou 3 jours, les taux de change vont retrouver sa situation normale. Parce que tout cela revient quand? Tout cela fait suite à l'intervention de la Banque centrale. La Banque centrale a injecté une affaire de 50 milliards de dollars, je crois récemment ici.
Et les agents économiques anticipent. Dans ce cas, s'il y a une injection, les taux d'échange doivent baisser. Ah, effectivement, l'anticipation des agents économiques fait que les taux d'échange baissent. Mais il n'y a aucune raison économique qui justifie la baisse des taux d'échange que nous observons actuellement. D'où, dans une semaine, ces taux-là reprendra son ascenseur et reviendra au niveau normal qui est 28 000. Alors, partant de notre problématique, en fait, nous cherchons les stratégies pour rassurer, assurer le processus du développement de notre nation. Par où faut-il commencer? Par où faut-il commencer? D'abord, vous savez que le Congo n'est pas connecté. Ça se pose un problème au niveau des infrastructures routières. Donc, je vois Katanga a un sérieux problème avec le maïs. Katanga consomme des maïs, mais ne produit pas assez de maïs. Ce qui fait que nous voyons que Bandundu produit suffisamment de maïs, mais Bandundu ne consomme pas vraiment de maïs. Mais il n'y a pas, Katanga n'est pas connecté à Bandundu. Ce qui fait que Katanga recourt généralement en Zambie pour trouver des maïs. Si nous connectons cela, nous connectons ces deux provinces-là, d'ailleurs nous allons déjà résoudre un problème de la dépendance du Katanga aux Zambie dans des maïs. Donc il faut commencer par construire des routes, connecter les provinces, afin que nous trouvons des solutions à nos propres problèmes au lieu de retourner ailleurs par rapport à cela. Ça, c'est d'une part. D'autre part aussi, nous avons remarqué que nous n'avons pas assez de banques. Nous avons à peine 14 banques. Ces banques-là ont du mal à accorder à la population les moyens nécessaires pour investir. Comme les banques, ce sont des banques expatriées, des banques étrangères, car cela ne tient. L'État peut trouver des solutions par rapport en créant des banques étatiques. Ces banques étatiques vont accorder les crédits aux agents économiques. Et c'est là, si aujourd'hui il y a beaucoup d'entreprises, l'État aussi aura beaucoup de recettes. Et si l'État a beaucoup de recettes, l'État sera en mesure de dépenser dans les secteurs porteurs de croissance. Et du coup, c'est le développement qui s'ensuit. D'où c'est juste un cercle vicieux et nous devons commencer quelque part. Et si nous pouvons commencer quelque part, commençons par les infrastructures qui sont les socles de développement de beaucoup de pays. Voilà, là vous avez totalement raison, il n'y a rien à dire. Alors s'il faut essayer un peu, osons un peu. Moi je me rappelle à l'époque de Joseph Kabila, on disait RDC à l'horizon 2030. Là déjà nous sommes en 2025, ça nous reste encore 5 ans. Apparemment nous sommes encore loin d'être même à l'horizon. Très cher expert, nous voulons juste redresser juste nos têtes. C'est comme je l'ai dit. Nous voulons retrouver les sourires en fait, hein, à ce qui concerne le secteur économique de la République démocratique du Congo. Quel espoir! Comme je l'ai dit tantôt, en se référant aux pensées de Lucas. Lucas, c'est l'un des grands économistes de ce monde. Lucas dit, nous ne pouvons pas prévoir l'économie avec exactitude. Lorsqu'ils avaient dit, en fait, la RDC à l'horizon 30, oui, parce qu'ils avaient mis des politiques, mais ils avaient oublié certaines choses dans la conception de l'ère politique. Comme quoi? Il y a certains aléas de la vie qui peuvent intervenir, qui peuvent venir à tout moment. Est-ce que dans leur plan, ils savaient qu'il y aura Covid en 2019? Ils ne savaient pas. Ils savaient qu'il y aura la guerre russo-ukrainienne, ils ne savaient pas. Ils savaient qu'il y aura encore la guerre à l'Est, ils ne savaient pas. Tout cela, est-ce que dans leur modèle, ils avaient intégré ces facteurs-là? Non. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que nous soyons un pays développé d'ici 2030? Qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à la dépendance économique de l'RDC? Est-ce qu'il y avait-il des stratégies pour remédier à ces problèmes-là? Dans leur plan de développement, il n'y en avait pas. Dans leur modèle, il n'y en avait pas. Donc, vous trouverez que dans ces modèles qui pouvaient amener l'RDC au développement d'ici 2030, il y avait beaucoup d'éléments qui manquaient dans les modèles là. D'où les modèles n'étaient pas normaux, les modèles ne peuvent qu'échouer. C'est ce que nous remarquons aujourd'hui. En fait, si rien n'est changé ou aucune politique sérieuse n'est mise en œuvre, quand même, après 50 ans, je ne vois pas vraiment l'économie congolaise devenir une économie émergente. Nous vous disons merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Ce n'est fini pour aujourd'hui. C'était pour nous un réel plaisir de partager ces plateaux de 30 minutes pour convaincre. En fait, il a essayé d'éclairer l'opinion par rapport à cette problématique sur l'économie de la République démocratique du Congo pendant et après la guerre où nous sommes censés de trouver
quelques résolutions pour redresser encore les secteurs économiques de la République démocratique du Congo. Suivez la rediffusion de cette émission les dimanches à 15h05. Voici les programmes sur nos antennes. On se retrouve prochainement. Au réel plaisir d'avoir un nouveau numéro. Au revoir.